Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Genève Attractive. Je suis Matteo Ianni et aujourd'hui avec Karine Curti, nous allons parler de la fiscalité des successions et des donations en Suisse. Eh oui Matteo, le peuple suisse va devoir se prononcer sur une initiative qui s'appelle l'Initiative pour l'avenir. Elle demande l'introduction d'un impôt fédéral à un taux de 50% sur les successions et les donations qui seront supérieures à 50 millions de francs. Alors ce texte, il demande que le produit de ce nouvel impôt soit utilisé pour, je cite, « lutter contre la crise climatique de manière socialement juste et pour permettre la transformation de l'ensemble de l'économie ». Alors, cette initiative est-elle réaliste? Quel serait son impact? Qui serait concerné? Pour y voir plus clair, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Auberson, avocat fiscaliste à Genève et professeur de droit fiscal à l'Université de Genève. Bienvenue Xavier. Merci beaucoup. Pour commencer un peu une question contextuelle, l'impôt sur les successions en Suisse, c'est un marronnier de la politique fiscale. On voit ce sujet qui revient éternellement sur la table. Comment tu l'expliques, toi, ce fait que ce sujet, on en reparle tout le temps? Oui, parce que c'est un sujet très sensible, parce que déjà, c'est donc un impôt qui n'est prélevé que par les cantons. Il y a des très grandes différences de système entre les différents cantons. Et c'est vrai qu'on sent au niveau mondial, je dirais plutôt, une grande préoccupation. Il y a des économistes, il y a des partis politiques, des ONG qui estiment que certaines grandes fortunes, je dirais là, même très grandes fortunes, ne payent pas suffisamment d'impôts. Alors, dans ce débat, il y a évidemment l'impôt sur la fortune, mais il y a aussi l'impôt sur les successions. Et donc, c'est un sujet qui revient très fréquemment. Comment tu l'expliques? C'est côté culturel, ça se répand de plus en plus dans d'autres pays ou c'est vraiment propre à la Suisse? Alors, je dirais, ça revient aussi dans les autres pays, mais là, le débat, il est plus sur l'impôt sur la fortune. Parce que nous avons déjà, en fait, paradoxalement, un impôt sur la fortune en Suisse, qui est un impôt que très peu d'États encore aujourd'hui connaissent, où beaucoup d'États même ont abrogé, y compris même la France, il est quand même bien de le rappeler. Donc, le débat est plutôt sur l'impôt sur la fortune. Tandis qu'en Suisse, comme on a déjà cet impôt sur la fortune, alors certains groupes estiment qu'on doit compléter en fait ce système avec un impôt sur les successions. Rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre cette initiative, comment l'impôt sur les successions aujourd'hui, il est géré? Et si tu peux m'expliquer aussi, qu'est-ce que va changer cette initiative? Exactement. Alors aujourd'hui, c'est un des rares bastions cantonales qui restent en matière fiscale. C'est un des seuls impôts importants, je dirais, suisses, qui n'est prélevé que par les cantons. Donc la Confédération n'a aucune compétence aujourd'hui pour prélever un impôt sur les successions. Et en plus de ça, chaque canton est libre, vraiment, c'est assez rare d'ailleurs, pour prélever cet impôt comme il l'entend. Donc ce sont 26 législations fiscales cantonales avec des taux qui sont extrêmement différents d'un canton à l'autre. Et il y a même 2 cantons, par exemple, qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas d'impôt sur les successions. Donc des très grandes différences, mais une importance du fédéralisme fiscal. C'est vraiment un des bastions du fédéralisme fiscal suisse, je dirais. Justement, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi ça a été décidé que ce soit un impôt qui soit prélevé sur le plan cantonal et pas fédéral? Et cette initiative, elle justement demande qu'on ajoute un impôt fédéral C'est ça. plus du cantonal? Tout à fait. Alors, l'historique, c'est que le système suisse est assez particulier. C'est que c'est petit à petit que la Confédération a obtenu, pas à pas, des compétences en matière fiscale. Donc, ça veut dire que la Confédération, elle peut prélever un impôt que si elle a une base dans la Constitution fédérale. Et ça veut dire double majorité, ça veut dire que c'est un système qui est assez lourd. Donc, ça a mis déjà énormément de temps pour qu'ils puissent prélever un impôt sur le revenu, qui est donc l'impôt fédéral direct. D'ailleurs, historiquement, ça s'appelait l'impôt de guerre. Donc, c'était au sortir de la Première Guerre mondiale que cette compétence a été donnée à la Confédération. Et cet impôt, qui s'appelait l'impôt de guerre, est devenu petit à petit l'impôt pour la défense nationale, l'IDN, et ensuite est devenu l'impôt fédéral direct. Ça, c'est l'historique. Donc, vous voyez l'ampleur des années, des décennies qu'il a fallu pour ancrer cette compétence dans la Confédération. Et donc, les successions, c'est vrai que c'est un domaine aussi qui est très différent d'un canton à l'autre. Il y a des règles assez complexes aussi en matière de droit successoral et autres. Donc, c'est resté un bastion des cantons et jamais la Confédération, à ce jour en tout cas, n'a souhaité obtenir une telle compétence. Ça, c'est la différence, mais qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a une autre différence dans ce côté-là? Parce que outre le fait que maintenant la Confédération s'impliquerait dans
Oui, alors ce serait comme un très grand changement parce que ça voudrait dire donc avec cette initiative que ça deviendrait donc un impôt fédéral. Donc c'est la Confédération qui devrait prélever cet impôt de succession de 50 comme vous l'avez décrit. Et alors les initiants dans le texte, ils laissent la compétence des cantons. Mais l'impact, il va être énorme parce que certains cantons vont se dire: «Mais alors, est-ce que je vais encore prélever en plus un impôt cantonal? Est-ce que je dois pas peut-être, même supprimer ou modifier complètement mon impôt cantonal?» Donc il y aura un impact très, très grand. En d'autres termes, la compétence cantonale ne va pas disparaître, mais c'est clair qu'il y aurait un impact considérable sur les cantons en termes de fédéralisme fiscal. Ce texte, il est aussi assez spécial sur un principe, le principe de la capacité contributive, on en a parlé. Oui. Les initiants souhaitent, imposer donc, ces successions à hauteur de 50 à partir de 50 millions. Comment est-ce qu'on peut apprécier un tel passage d'un taux direct qui soit nul à un taux d'un coup de 50? Alors, moi, je suis très clair sur cette question-là. Pour moi, c'est inconstitutionnel. Donc, si on devait juger, mais on ne pourra pas le faire parce que c'est une initiative constitutionnelle. Mais disons, si le tribunal fédéral devait juger, par exemple, une loi cantonale qui contiendrait une règle comme ça, elle serait jugée inconstitutionnelle, en violation, je dirais, égalité de traitement aussi et capacité contributive. Pourquoi aussi égalité de traitement? Parce que franchement, quelle est la différence entre quelqu'un qui a 49 millions de fortune, qui serait donc à taux zéro, et quelqu'un qui a 51 et qui basculerait pour ce qui dépasse à 50%? Franchement, ça fait pas de sens. La capacité contributive de cette personne, elle évolue, mais elle évolue pas suffisamment pour justifier une telle différence. Et je prends un exemple, il y a eu un arrêt du tribunal fédéral très intéressant dans un domaine différent, qui est le fameux arrêt Obwald. Et dans cet arrêt, c'est un très bel arrêt, hein. Et là, si vous vous souvenez, dans cette affaire, c'était le canton d'Obwald voulait introduire des taux dégressifs. C'est-à-dire, il disait à partir d'une certaine fortune et un certain revenu, le taux, le barème marginal de l'impôt, il régresse, il descend. Mais c'était très léger, hein, comme descente. Et là, le tribunal fédéral a dit que ça violait le principe de la capacité contributive. Donc pour moi, a fortiori, un système qui bascule d'un taux zéro à subitement 50%, il serait contraire au principe de la capacité contributive. Mais concrètement, quel impact ça aurait aujourd'hui pour les entreprises familiales, qui représentent 9 entreprises sur 10 en Suisse? Qu'est-ce qu'elles risquent vraiment? Alors, c'est ça. Ce qu'elles peuvent risquer, c'est de devoir peut-être vendre une partie de l'entreprise pour payer cet impôt en cas de succession. Parce qu'une entreprise familiale, justement, par définition, elle n'est pas cotée en bourse. Donc, on n'a pas une valeur vénale déterminée par les cotations au 31 décembre de chaque année. Donc, on fait des évaluations. Et ces évaluations, elles sont d'ailleurs très critiquées parfois. Il y a une formule, je vous passe les détails, mais il y a une formule qui a été réalisée par ce qu'on appelle la conférence fiscale suisse. Donc, c'est un groupement de tous les chefs des administrations fiscales cantonales. Et il y a une formule qui a été validée par des économistes et qui tient compte notamment du rendement parmi différents critères. Donc, on va calculer le rendement de cette entreprise, par exemple sur la base des dividendes qui ont été reçus, sur la base des bénéfices, etc. Et on arrive à une valeur qui est une valeur théorique. Mais si on prend cette valeur-là, on arrive facilement dans une famille à des montants qui vont dépasser ce qui est prévu par l'initiative. Et donc, ça veut dire que ces familles vont devoir peut-être vendre leur patrimoine pour payer ces impôts ou alors quitter tout simplement la Suisse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe, ces cas de succession, et notamment de succession d'entreprises avec des très grandes valorisations, des très gros montants dans le système actuel, et pourquoi ça poserait problème sur le C'est système ça. proposé? Ce qui se passe, c'est que le jour du décès, le jour X du décès, on doit valoriser l'ensemble de la fortune du défunt, y compris son entreprise. Et donc, c'est là où ça devient difficile parce qu'une entreprise, à ce moment-là, elle va être valorisée selon des critères économiques qui sont pas forcément liés à la liquidité, mais qui sont liés à une rentabilité possible de l'entreprise. Puis si maintenant on dit, voilà, ça vaut plus que 50 millions, donc je vais prélever 50% sur ce qui dépasse, eh bien, la succession elle-même devra payer cet impôt. Et ça veut dire que les héritiers, pour pouvoir payer cet impôt, vont peut-être devoir vendre des morceaux de l'entreprise ou même se délocaliser ou en tout cas trouver ou s'endetter aussi pour payer cet impôt.
Mais parce que la valorisation, elle se base sur quoi concrètement? Alors, la valorisation, donc, il y a une méthodologie qui est prévue par la Conférence suisse des impôts, qui est appliquée généralement. Et c'est en fait deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode substantielle. Donc, on calcule, on prend la comptabilité, puis on regarde, on rajoute toutes les réserves latentes, tout ce que vaut l'entreprise. Et on pondère ça avec une autre méthode, et c'est celle-ci qui est très problématique, c'est la valeur actuarielle. Donc, ça veut dire on va prendre une rentabilité, on va calculer une rentabilité de l'entreprise, et c'est une rentabilité qui est théorique et qui donne, d'ailleurs, qui est très critiquée aujourd'hui, qui donne souvent des valeurs qui correspondent pas forcément à la véritable valeur du marché. Mais ça se base quoi sur, on fait quoi? Le chiffre d'affaires avec le bénéfice, on regarde ces choses-là, c'est ça? Ouais, on regarde par exemple les bénéfices des 3 dernières années. Il y a des taux de capitalisation qui sont fixés dans cette circulaire en fonction des types d'activités. Concrètement, l'entreprise peut être valorisée à un chiffre, mais ce ne sont pas des liquidités que l'entrepreneur Non, possède. non, c'est des valeurs, même par exemple des réserves latentes. C'est des valeurs théoriques. Combien on estime que vous allez pouvoir vendre de produits dans le futur. Et donc la famille là doit payer un impôt sur cette valorisation. Imaginez donc 50% sur ce qui dépasserait les 50 millions. Et l'argent ne sera pas dans l'entreprise. Ils vont devoir le prélever quelque part. Donc peut-être vendre des morceaux de celle-ci. Et dans ce calcul de la valorisation, il y a que l'entreprise, ou par exemple, si l'entreprise possède un terrain, un bâtiment, ça rentre dans ce calcul aussi de la valorisation de la société? Alors en fait, au moment de la succession, c'est l'ensemble des actifs du défunt dont il est propriétaire. Qu'est-ce qu'on entend comme Alors, ça veut dire tout. Ça veut dire son entreprise, qui est donc évaluée comme on a évoqué tout à l'heure. Ça veut dire c'est tous les immeubles dont il est propriétaire, qui sont évalués aussi à la valeur du marché, les véhicules et les œuvres d'art. S'il a un Picasso, il sera évalué à la valeur vénale au moment du décès. Et ça s'additionne. Et tout ça s'additionne. Donc, dans certains cas, on pourrait arriver assez facilement à 50 millions et donc au taux de 50%. On a parlé d'un passage d'un taux zéro à un taux de 50%, mais il y a aussi un autre élément qui est important dans cette initiative, c'est la notion d'exit tax. Et en pratique, cette réforme, elle prévoit que la nouvelle loi s'appliquerait immédiatement après son adoption. Comment est-ce qu'on explique concrètement ce que cela signifie et ce que ça impliquerait? C'est très problématique et c'est complètement inusuel en Suisse. Déjà, alors, où on peut rassurer quand même les gens, c'est qu'avant le vote, il n'y aurait pas d'effet rétroactif avant le vote. Ça, je crois que c'est tout à fait clair, c'est même dans le texte de l'initiative. Ça, c'est quand même quelque chose, peut-être on peut dire. Mais par contre, le lendemain du vote, effectivement, une heure après, si je puis dire, il est prévu que cet impôt pourrait rétroactivement être perçu, même si la loi d'application serait adoptée, je crois qu'ils ont un délai de 3 ans, je crois, pour adopter cette loi. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'ils vont assurer cet impôt? Comment ils vont faire? Parce que, imaginons que quelqu'un est parti, je ne sais pas, 1 mois plus tard, il est par exemple où elle est en France, où elle est en Espagne ou en Italie. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas, les créances fiscales ne peuvent pas être exécutées à l'étranger, et d'où la crainte de cette exit tax. Donc, certaines personnes ont peur que quand même le gouvernement introduise une sorte d'impôt de départ. Alors, le Conseil fédéral a annoncé qu'il ne le ferait pas. Il y a eu une réponse à un parlementaire, je crois, mais ça crée une très, très grande incertitude juridique, certainement. Parlons des entreprises familiales. Je reviens sur ce sujet, parce que c'est le cœur, c'est le tissu économique de notre pays. Il y avait une étude de PwC qui est sortie en 2024, donc qui date d'il y a 1 an, mais un chiffre qui est assez impressionnant. 80% des entreprises ont leur fortune qui est immobilisée dans l'entreprise. Et donc dans l'immobilier professionnel, ça concrètement, ce que ça veut dire que beaucoup de familles, en fait, tout simplement, elles n'auront pas ces liquidités-là. Oui, c'est ça. Exactement. Ils n'auront pas de liquidité nécessaire parce qu'on parle quand même de sommes astronomiques. Un taux, on y reviendra d'ailleurs, un taux de 50%, c'est quand même quelque chose d'assez rare de par le monde. Donc, ils vont devoir vendre. Et le problème de cette initiative en plus, c'est qu'ils n'ont pas pensé aux familles. Donc, il n'y a rien de prévu. Par exemple, si à l'intérieur d'un couple, vous avez une succession entre le mari et son épouse, moi, j'ai beau lire le texte du projet, je vois rien du tout de particulier. Alors que dans la plupart des cantons suisses, le taux est de 0 dans les successions à l'intérieur d'un couple. Même chose, parents-enfants, ils n'ont rien prévu. Donc, quand les parents donnent en héritage à leurs enfants,
à lire l'initiative, on aurait quand même le taux de 50% si on est bien sûr dans le seuil. Ils n'ont rien prévu non plus pour la philanthropie. Ça, c'est quelque chose que je regrette énormément. Quelqu'un qui dit je vais donner une partie de mon argent pour un musée ou pour la lutte contre le cancer ou je ne sais pas quelle maladie, eh bien, à lire le texte, on prendrait 50%. Ce que tu dis indirectement, c'est qu'on risque d'assister à une vente massive d'entreprises familiales. C'est clairement ça. Si par exemple on transmet aux enfants mais qu'ils ne Ouais. peuvent pas payer. Eh ben oui, ils vont, bien sûr, on assistera à une vente. Et puis, c'est jamais bien, en plus de vendre, lorsqu'on est dans une situation de contrainte. On sait très bien qu'à ce moment-là, on arrive peut-être à des valeurs qui sont peut-être plus basses, ou alors à des départs. Des départs de contribuables. Des départs de contribuables Ouais, Ah. qui voyant arriver cette situation, préféreront quitter la Suisse pour être soumis à un système beaucoup plus favorable, car franchement, je ne connais pas beaucoup d'endroits dans le monde avec une imposition de ce type-là, hein, pour dire. Bon, ça a été relevé dans les médias, hein, c'est déjà une crainte même avant la votation. Des grandes fortunes ont quitté ou envisagent de quitter. Ça risque de s'accentuer au plus proche de la votation. Et est-ce qu'on sent une augmentation de l'activité et de l'agitation par rapport à toutes ces questions? Oui, alors c'est clair. On avait déjà eu ça. Vous vous rappelez, il y a eu une votation qui avait été d'ailleurs rejetée. Il y avait déjà eu un projet d'impôt sur les successions, justement, comme tu disais hein, avant, il y a quelques années. Et à l'époque, on avait assisté déjà, il y avait des donations, ou alors des donations sous forme d'usufruit. Typiquement, vous donnez en nue propriété à vos enfants et puis vous gardez l'usufruit. Est-ce que d'ailleurs ça va ou ça va pas? Enfin, c'est des questions même juridiques techniques. Donc, on peut assister à ce genre de comportement, d'anticiper la succession ou la donation avant le vote, pour éviter le risque que le vote soit favorable et qu'il soit après trop tard. Donc ça, on assiste à ça absolument. Et aussi des départs. Il y a des départs. Moi, j'en ai vu. Je peux le confirmer ouvertement. Il y a des gens qui sont partis parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque d'avoir cette imposition. Et je dois dire aussi, ce que je ressens parfois dans les discussions avec des gens, c'est il y a un caractère aussi très déçu, voire choqué. Hein. Il faut quand même le dire. Là, je sors de mon domaine technique fiscal, mais vraiment, cette initiative, d'abord, comme on l'a vu, elle viole la Constitution, clairement. Hein. Capacité contributive, égalité de traitement, sécurité du droit, plein de problèmes. Et le fait que la Suisse commence à se lancer dans ce genre de régime juridique extrême, hein, ça heurte au fond la confiance dans le système. Et j'ai entendu déjà des gens qui disent moi j'ai plus confiance et donc je pars. Hein. Donc c'est pas bien non plus en termes de réputation finalement, parce que c'est quand même une des forces de la Suisse. C'est un régime fiscal que je trouve raisonnable, mais global. On a un impôt sur la fortune, on a un impôt sur le revenu, on a la TVA. Enfin, c'est un système qui est quand même équilibré, mais qui a une certaine stabilité. On change les lois avec tout un processus, avec des référendums. Le système fonctionne bien pour ça. Et là, avec cette initiative, on arrive avec quelque chose de très extrémiste. Et du coup, ça c'est une atteinte effectivement à l'image de la Suisse. Avec un tel taux, est-ce que finalement la Suisse, ce serait une exception dans le paysage mondial? Oui. Alors, bien sûr, ce serait déjà alors vraiment un système où vous avez, encore une fois, un taux zéro de 1 franc à 50 millions et de 50% à 51 millions et suivants. J'ai jamais vu, soyons clairs, j'ai jamais vu un système comme ça. Donc ça, on peut le dire. Après un taux de 50%, il y a certains États, comme la France, qui ont des impôts sur les successions de 45%, très élevés, mais c'est extrêmement rare. Mais sauf erreur, ces États qui ont des taux d'imposition élevés, ils ont des déductions. Ils ont des déductions. Par exemple, pour les entreprises. bah oui. Et puis, par exemple, en France, les successions entre conjoints, c'est taux zéro. Alors, pour les enfants, par contre, on pourrait avoir des taux de 40-45%. Mais là, il y a des exceptions. Il y a énormément, par exemple, en France, d'exceptions aussi pour les entreprises. Il y a des exceptions pour la philanthropie aussi, justement. Donc, c'est quand même déjà des régimes beaucoup plus équilibrés. Ça, c'est vraiment extrême. Hein. J'ai vu aucune exception hein, dans le. Ça ne serait pas du tout le cas pour Ce ne serait pas du tout le cas dans l'initiative des jeunes socialistes. Non. Et je dois dire, alors, le timing, il était particulièrement mauvais ici parce que
il y a eu notamment, peut-être on peut parler au niveau international, vous savez, il y a eu ce changement de régime des Anglais. Donc Oui. les Anglais, ils avaient un régime extrêmement favorable, beaucoup plus favorable d'ailleurs que notre forfait fiscal en Suisse, qu'on appelait le régime de résident non-domicile. Je passe les détails, mais en gros, ça voulait dire qu'un résident anglais, et quelle que soit l'ampleur de sa fortune, n'était imposable en Angleterre pendant certaines années que sur ce qu'il rapatriait en Angleterre. C'est assez particulier comme système. Et donc, vous rapatriez pratiquement rien. Et donc, vous avez un système mais proche de zéro. Il y a vraiment, c'est quand on voit comment ça fonctionnait, c'était incroyable. Ils ont abrogé ce système. Et il y a eu, on parle de 14 000, j'ai entendu parler de ce chiffre, 14 000 départs de ces contribuables. Donc, je ne dis pas que le système anglais était génial, mais je dis que c'est dommage parce qu'on a raté pas mal de ce genre de contribuables qui ont étudié, on a eu des cas, qui ont étudié éventuellement de venir en Suisse, mais ils se sont dit, on attend ce vote ou en tout cas, ça ne nous fait pas très confiance dans le système suisse. Et d'ailleurs, la plupart sont partis en Italie. Et l'image à l'international, justement, de la Suisse, toi, tu as des clients qui sont internationaux. Qu'est-ce qu'on te dit sur cette image de la Oui, Suisse? en tout cas, notamment, je pense, des avocats anglo-saxons, par exemple, américains aussi d'ailleurs, ils sont très, très étonnés de ça. Ils disent, mais comment vous pouvez arriver avec un texte qui est aussi problématique juridiquement? Alors, à ça, moi, je suis démocrate foncièrement. Je dis, bon, mais ça, c'est aussi la beauté de nos systèmes, la beauté du système de l'initiative, où on peut finalement, si vous arrivez à avoir vos 100 000 signatures dans un délai requis, vous arrivez à proposer des choses comme ça. Mais peut-être que là, ça va un petit peu trop loin, sans aucun doute. Ouais. Est-ce qu'on a des chiffres juste de l'impact de cette initiative? Qu'est-ce qu'elle pourrait, on parle au conditionnel, Oui, alors, engranger? en tout cas, ils prévoient toujours des sommes astronomiques qu'on va gagner avec cet impôt de 50%. Moi, je pense qu'on va plutôt perdre parce que si c'est les personnes qui sont visées, en plus, c'est des gens qui ont plus que 50 millions ou qui espèrent dans le futur avoir plus que 50 millions. Mais c'est des gens qui sont très flexibles. Hein. Et puis, par exemple, aller en Italie, je sais pas, c'est pas l'horreur. Hein. Vous êtes à Milan, vous êtes à Rome, vous êtes à Florence. C'est quand même des endroits magnifiques. Donc, c'est des gens très flexibles et ça, c'est sûr, ils se gêneront pas de partir. J'entends parfois des gens qui disent que c'est pas vrai, que les gens ne partent pas. Alors, je me porte en faux contre cette affirmation, mais vraiment, j'en ai vu et il y en a qui réfléchissent et qui étudient et qui vont le faire. On a d'ailleurs 2 cas récents à Genève dont la presse a amplement parlé. Oui, et d'autant plus qu'on est dans un contexte aujourd'hui, qui est, voilà, internationalement, très concurrentiel. C'est-à-dire que, bon, on l'entend, hein, régulièrement, il y a énormément, d'autres pays qui font tout justement pour attirer, soit ces grandes fortunes, soit ces entreprises, parce qu'elles ont aussi compris que c'est finalement une manne fiscale, que ça va leur rapporter quelque chose, ça va potentiellement aussi créer des emplois. Donc, il y a ce contexte à garder en perspective. C'est ça, il y a une très, très grande concurrence fiscale pour attirer ces qu'on appelle high net worth individuals, donc ces gens très fortunés. Parce que il faut se dire que c'est des gens, encore une fois, ils sont très flexibles. Donc en général, ils viennent, ils dépensent beaucoup, ils contribuent à l'économie, ils vont dans les restaurants, ils vont dans les hôtels, ils font venir du monde. Mais en même temps, ils partent, ils voyagent un peu partout. Donc, c'est pas des poids lourds, en fait, pour une économie. C'est plutôt des gens qui contribuent. Ce sont des contributeurs nets, en fait, pour une économie. Ça, les Anglais l'ont bien compris. Ils ont bénéficié de ce régime pendant des décennies. Et d'ailleurs, il y a des économistes ou même des juristes, des parlementaires anglais qui sont assez inquiets de ces départs des résidents random parce qu'une fois qu'ils sont partis, eh bien, ils reviennent pas forcément, surtout si la confiance, elle est ébranlée. Là, tu as parlé d'Italie, mais quelles sont les autres, places finalement, qui font concurrence à Genève et à la Suisse au sens large sur ce type d'initiative? On parle de, voilà, initiative des successions, on parlait aussi de l'impôt sur la fortune. On a cette spécificité d'avoir les 2 ici, en Suisse. L'Italie est vraiment devenue, à mon avis, le leader maintenant, plus que la Suisse d'ailleurs, pour ce genre de contribuables. Aussi avec la qualité de la vie et les infrastructures, c'est l'Union européenne. Il y a la Grèce aussi,
qui a un régime fiscal. C'est paradoxal parce que la Grèce était vraiment avant plutôt un enfer fiscal. Ils ont complètement basculé. Et je connais même des Suisses qui sont partis s'installer en Grèce. Donc là, c'est un autre compétiteur. Et puis la Grèce aussi, c'est pas mal. Je veux dire, c'est pas l'horreur non plus. Alors après, il y a des places plus exotiques. Bien sûr, il y a Monaco, il y a Dubaï. Si pas mal de gens qui vont à Dubaï. Mais bon, c'est quand même un autre système. C'est quand même beaucoup plus éloigné aussi de l'Union européenne. Puis après, il y a Malte, Chypre. Il y a aussi des États un petit peu plus à connotation offshore, un peu paradis fiscal. Donc, il y avait le Portugal également, mais qui a modifié un peu son régime, qui reste quand même attractif, parce que, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, mais il est moins attractif qu'il n'était il y a 5 ans. Je dirais, il y a 5 ans, c'était plus le Portugal que l'Italie. Puis maintenant, c'est l'Italie qui est en tête pour ces destinations. Ce que tu dis aussi, c'est que finalement, à l'époque, on n'aurait peut-être pas eu envie d'aller s'installer dans ces pays, mais que ces pays ont finalement investi beaucoup dans leurs infrastructures pour pouvoir remonter le niveau de qualité pour permettre d'attirer ce type de contribuables ou d'entreprises. Absolument. Il faut savoir que les Italiens ont copié pratiquement le régime anglais. Donc et vous retrouvez ça même dans les travaux préparatoires de la législation italienne. Donc quand ils ont vu ce système anglais, puis avec le Brexit, ils se sont dit « Ah, mais là, il y a peut-être une carte à jouer ». Très habilement, les Italiens, ils ont modifié le régime pour attirer. Puis bon, à l'époque, c'était encore plus agressif parce que le forfait était de 100 000 € et maintenant, ils ont simplement doublé. Donc vous installez en Italie, vous payez 200 000 € d'impôts et basta. Pour bien comprendre, et peut-être que pour nos auditeurs, ils ne sont pas trop au fait avec cette fiscalité qui reste compliquée quand même, un sujet compliqué. Donc concrètement, aujourd'hui en Suisse, on taxe la fortune, la succession. Est-ce que ça se fait dans d'autres pays, ce système-là ? Exactement. Oui, Et qui c'est un système qui est rare parce que, n'est-ce pas, quand vous taxez, par exemple, ça c'est l'approche anglo-saxonne, l'approche américaine. On ne peut pas dire que les États-Unis sont un paradis fiscal. Pourtant, je prétends qu'aujourd'hui, ils sont plus favorables que la Suisse, par exemple. C'est peut-être bien de le dire, les Américains. Il y a des gens, d'ailleurs, qui partent aux États-Unis, peut-être moins vu ce qui se passe, mais en tout cas, au niveau fiscal, c'est plus vous allez à Miami, il n'y a pratiquement pas d'impôt étatique, donc il n'y a que l'impôt fédéral. Et les Américains n'ont jamais eu d'impôt sur la fortune. Donc, ils ne connaissent pas l'impôt sur la fortune. Quand vous avez un client américain, vous lui expliquez l'impôt suisse sur la fortune, il ne comprend pas. It doesn't make any sense, il vous dit. Alors, donc, dans la logique anglo-saxonne, on ne prend pas l'impôt sur la fortune chaque année, mais on se dit, alors on se rattrape à la fin, au moment de la succession. Et ça peut faire du sens. Ça veut dire que vous avez accumulé vos revenus pendant votre vie, et puis au départ, merci, on vous reprend un tout petit peu sur ce que vous avez gagné toute votre vie. Mais ce qui serait très problématique avec cette initiative, c'est qu'alors on va vous dire, on va vous prendre l'impôt sur la fortune chaque année, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Et à la fin, merci beaucoup. Je vous ai pourtant déjà taxé chaque année pendant toute votre vie. Je vous reprends encore au passage. C'est ça qui est au niveau, et je parle au niveau économique. Ça veut dire que c'est le même substrat. Donc la fortune qui provient de vos revenus, qui serait taxée pratiquement 3 fois. Ah oui. Ça veut dire, vous gagnez votre argent, impôt sur le revenu, vous épargnez, impôt sur la fortune, et vous décédez, impôt sur les successions. Et je rajouterais même une couche, impôt sur l'outil de travail, sur la fortune pour les entrepreneurs. En plus, c'est en fait une 4e couche. En quelque sorte, qui n'est pas véritablement une fortune librement disponible, l'outil de travail. Exactement. Et qui en plus, n'est pas connu des autres États non plus. Bon, en tout cas, on va suivre tous les débats qui vont arriver. La votation, c'est le 30 novembre. On te remercie beaucoup, Xavier Auberson, pour cet éclairage. Merci beaucoup. C'était vraiment pas facile, en tout cas, de parler de ça. Donc, on avait besoin d'un regard d'expert. Donc, je te remercie beaucoup de ton apport. Merci aussi à vous qui nous écoutez. Pensez à vous abonner sur Spotify, YouTube et notre chaîne Apple Podcast pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.